avait des lycéens. Voilà, c'est enregistré. Donc, il y avait des lycéens dans le coup. On a donc mené des recherches qui ont permis d'améliorer la connaissance de tout ce qui arrive dans l'estuaire de la Gironde, notamment. Oh, c'est le Et micro. Le micro, c'est pas la peine, hein. j'ai repris tout ça à travers la structure Terre et Océan, qui s'appelait d'ailleurs Océan tout court à la base, pour réaliser donc des actions pédagogiques et du tourisme culturel, des formations, des informations, magazines documentaires qui ont été cités, et j'y reviendrai peut-être sur quelques-uns d'entre eux. Et puis, comme ça a été dit également, bon, j'anime essentiellement de façon collégiale, d'ailleurs pour la plupart, à part Floveo, où je suis presque seul à réaliser la série, mais donc des séries de cours à l'Université du Temps Libre depuis effectivement plus de 20 ans, je crois, pour ce qui est du climat, en tous les cas, et Garonne Estuaire, et l'eau d'ailleurs, fleuve et eau, et également développement durable. Voilà pour les activités qui sont les miennes aujourd'hui, vous pouvez trouver sur notre site internet aussi nos magazines qu'on édite en version papier, qui sont plutôt des dossiers d'ailleurs thématiques que des magazines, parce que la périodicité, on a un peu de mal à la tenir. Bref, à titre personnel, moi, je me suis intéressé depuis une petite vingtaine d'années à ce que j'appelle moi des zones euh, un peu climatiquement sensibles. Je pense à l'Asie du Sud-Est, voilà, aux côtes africaines également, et puis tout simplement à notre Garonne et estuaire, encore une fois, pour tout ce qui est de la Garonne et de l'estuaire, qui subissent justement une marinisation de plus en plus importante. On y reviendra à la fin, après avoir aussi produit un petit bouquin il y a un peu plus de 20 ans maintenant sur justement les conséquences et les faits aussi scientifiques de connaissances que l'on a sur le changement climatique, sur le réchauffement climatique. Ça, c'était en 2003, et donc pour la suite, plutôt du terrain. C'est un petit peu la base de ce qu'on fait à Terre et Océan en général et de ce qu'on aime faire. Et en fait, on en tire quelques enseignements. Voilà, donc pour continuer sur cette présentation et pour commencer cette présentation, donc aujourd'hui, il m'a été proposé de faire une présentation qui complète celle que j'avais fait il y a un peu plus d'un an. C'était à la salle Belsier sur le réchauffement climatique un petit peu de façon globale, les connaissances qu'on en avait. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de spécifier sur le problème de l'élévation du niveau marin, en lien avec justement toute la veille scientifique que l'on peut faire là-dessus avec notamment l'aide de mes camarades du laboratoire dont je parlais tout à l'heure, le laboratoire EPOC, certains donc de laboratoire bordelais de sciences de l'environnement et de climatologie, paléoclimatologie notamment. Certains sont parmi les contributeurs du dernier rapport du GIEC, par exemple, que je citerai en plusieurs endroits et plusieurs documents. Alors d'abord, un petit retour en arrière pour montrer des choses, des données anciennes, mais simplement pour dire que on est sur une planète active, de fait, active parce qu'il y a une tectonique des plaques, enfin une dérive des continents, avec donc des phénomènes de volcanisme, de subduction, de passage des continents les uns sous les autres, et aussi ça se passe à la fois sur les zones terrestres et sur les zones aussi océaniques. Donc tout ça pour dire que si on reprend cette carte, là c'est une vieille carte, une simulation de ce qu'on croit connaître de ce qui se passe, enfin, la configuration terrestre d'il y a 500 millions d'années. On avait à ce moment-là donc une configuration totalement différente avec une pente à la c'est-à-dire un énorme océan et puis un seul méga continent, enfin en tous les cas très important, plus haut positionné au pôle sud qu'on imagine donc dans ce secteur-là qu'on appelle la Panotia. Bon, peu importe, évidemment les niveaux marins et les niveaux continentaux, tout simplement, étaient très différents à cette époque-là. Je vous montre une autre carte qui date de 255 millions d'années, donc qu'on a une période qu'on appelle le Permien. Là encore, un méga continent va se former, donc la Pangée, qui va après s'éclater en plusieurs continents, et là, ça va commencer à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui de la configuration de notre planète. Évidemment, à ce moment-là, on a la Pangée, une paléothétie, enfin plusieurs morceaux, je dirais, océaniques, et avec des niveaux qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on a aujourd'hui. Un petit peu plus tard, donc 152 millions d'années, on commence à avoir les masses continentales connues aujourd'hui qui commencent à se détacher les unes des autres, avec justement ces rifts, ces grands rifts et ces lignes de faille très importantes. Et puis pour arriver à ce qui nous concerne plus aujourd'hui, voilà, ça c'est 90 millions d'années, on a une configuration qui est proche, en tous les cas on commence à reconnaître la forme de nos continents, mais avec beaucoup, beaucoup
d'éléments climatiques différents, par exemple beaucoup plus de CO2, une température plus forte, beaucoup de mers épicontinentales, c'est-à-dire des mers peu profondes en marge des continents, on le voit à cette époque-là. Donc une dynamique climatique et océanique évidemment tout à fait différente, puisque les circulations ne sont pas entravées comme elles le sont totalement aujourd'hui par justement des continents, je pense notamment Amérique du Nord, Amérique du Sud, au milieu. Donc voilà, tout ça pour dire que le niveau des océans a beaucoup varié dans les temps très anciens. Là, je parle de plusieurs millions d'années, puisque là, cette carte, elle correspond à 90 millions d'années, à l'époque de ce qu'on appelle le Crétacé supérieur. Et évidemment, et aussi les continents ont bougé en altitude, et on va le voir encore, ça, c'est des choses qui, à petite échelle, sont encore le cas aujourd'hui. Voilà, depuis le 2,58 millions d'années, on est passé dans l'ère quaternaire, et donc qui se, surtout qui se caractérise par le fait qu'on a les continents à l'emplacement, grosso modo, avec quelques mouvements de pluie aussi, bien sûr, et qui continuent d'ailleurs, mais qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui, et avec justement des océans qui sont également avec leurs contours que l'on a aujourd'hui. Et à partir de là, une nouvelle dynamique climatique va se mettre en place avec une alternance d'époques glaciaires, interglaciaires. J'en avais parlé sur la conférence que j'avais faite l'an dernier. Je ne vais pas focaliser là-dessus, mais simplement, voilà, nous, aujourd'hui, on est 20 000 ans après le dernier maximum glaciaire et la configuration, là, cette carte montre la configuration des continents et des masses glaciaires que l'on voit abondantes sur le nord de l'hémisphère nord, sur évidemment l'hémisphère sud et notamment l'Antarctique, et qui vont malgré tout avoir quelques variations importantes au cours de ce quaternaire, donc de ces 2,5 à peu près millions d'années. On le voit par exemple sur nos côtes, il y a 20 000 ans, dernière maximum glaciaire, mais nos côtes aquitaines, hein, Nouvelle-Aquitaine, étaient beaucoup plus à l'ouest, entre 150 et 100 ou 150 km à l'ouest, suivant l'endroit où l'on se trouve, tout simplement parce que on avait un climat très froid, donc beaucoup plus de glace au niveau des pôles, beaucoup plus de glace au niveau des glaciers continentaux également, des icebergs même qui descendaient dans le golfe de Gascogne, et puis beaucoup d'érosion aussi pour nos fleuves qui avaient une pente plus importante puisqu'ils allaient un petit peu plus bas. Le niveau marin était tout simplement 120 mètres plus bas qu'il ne l'est aujourd'hui, donc 120 mètres plus bas. Ça fait donc, comme vous le voyez sur cette carte, une côte beaucoup plus à l'ouest. Alors, avec notamment des faunes un petit peu particulières, donc comme des rhinocéros laineux, dont on trouve quelques traces là dans d'autres régions, du côté de Bouliac, pour exemple. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis, en fait, c'est que si on regarde le cycle de l'eau, et là, sur document, vous avez les masses d'eau, les volumes d'eau que l'on a suivant les grands ensembles. Donc, aujourd'hui, l'eau est essentiellement 97,4% de l'eau océanique, de l'eau salée, donc pour l'essentiel océanique, 97,4%. Un petit peu également dans les glaciers polaires, on en a donc 1,9 aujourd'hui, mais à cette époque-là, en fait, on avait une configuration tout à fait différente, puisque au dernier maximum glaciaire, les océans ne représentaient que 80%, 94% pardon, de la masse globale de l'eau, donc terrestre, et les calottes polaires, au lieu d'être à peine 2%, constituaient 5% de ce volume d'eau et de cette masse d'eau globale sur la planète. Donc on a eu un transfert de l'un à l'autre, on va dire, et aujourd'hui, on est encore sur une dynamique de transfert justement de l'un à l'autre, puisque quand on parle d'élévation du niveau marin, avec un volume océanique qui, on va le voir, qui augmente légèrement. Voilà, alors comment s'est passé cette, on va dire, coulée, entre guillemets, de glace vers la mer? En fait, ça s'est passé, vous voyez ici sur ce document, on part de un peu plus de 20 millions d'années, et puis le niveau marin augmente. Alors, je vous dis à peu près 120 mètres de plus, progressivement, avec quelques à-coups. Par exemple, il y a eu une période datée de 14 600 ans avant notre ère, qu'on appelle aujourd'hui la fonte 1A en termes scientifiques, qui a été plus rapide que d'autres périodes plus progressives. Où là, par exemple, sur 500 ans, on a gagné 20 mètres de niveau marin avec une hausse annuelle de 40 mm par an. On verra aujourd'hui que la hausse existe aujourd'hui, mais elle est 10 fois moindre par rapport à cette période-là, en tous les cas. Et la question qui est encore de l'ordre de la science et de la recherche, en fait, est-ce que c'est
l'Antarctique qui a joué là-dessus un rôle important dans une fonte rapide sur cette période de temps là, de 500 ans? Est-ce que c'est l'hémisphère nord, notamment la Laurentide, qui a été la plus grande contributrice? On penche plutôt sur cette version-là, même si il y a encore quelques incertitudes au niveau scientifique. Mais voilà, ça ne s'est pas fait de façon linéaire, la hausse du niveau marin, et finalement, elle s'est faite jusqu'à on va dire un peu plus de 8000 ans avant notre ère actuelle. Et il y a 8200 ans à peu près, ça a commencé à ralentir le rythme de progression. Vous voyez, on arrive sur le plateau de cette courbe en haut, avec des variations aussi, on va le voir, géographiques, mais et elle devient beaucoup plus faible, donc il y a un peu plus de 6000 ans, et on a grosso modo les contours de notre littoral actuel qui se font, qui se marquent en tous les cas, il y a 6000 ans, avec une hausse du niveau marin qui est ensuite, enfin une variation de niveau marin qui va être de l'ordre de quelques centimètres, donc de l'ordre du millimètre aujourd'hui, mais de quelques centimètres dans cette période plus récente. Et donc on a une configuration plus proche, par exemple voilà la configuration de notre estuaire. Il y a estuaire et puis la ligne littorale néo-aquitaine il y a 6000 ans. On le voit beaucoup plus découpé, par exemple, autour de l'estuaire de la Gironde. Mais là, après, va se jouer des phénomènes hydrosédimentaires, c'est-à-dire qu'il va y avoir des comblements aussi par des sédiments apportés par le fleuve, un petit peu l'océan, mais surtout le fleuve. Problème d'écran. Problème d'écran, j'entends. Est-ce que c'est Oui, ça? les diapos que vous présentez ne défilent plus. Ah, du tout, du tout? Eh bien, nous sommes sur la diapo, alors j'ai pas le numéro, mais où il y a l'atmosphère, océan, terre et calotte. D'accord. Ah ben pourtant, pour moi, ça défile. Alors, je vais arrêter le Oui. partage et le refaire peut-être. Alors, j'ai arrêté le partage d'écran et je reprends le partage d'écran. Est-ce que c'est mieux? Là, on est sur la vidéo. Voilà, voilà. Là, vous êtes. Là, c'est bon, Ça, on est un petit peu ça, dedans. on l'a vu? Ça, vous l'avez vu? Oui, on l'a vu, ça. Bon, Non, ok. Ah, je c'est une pense, hein. autre. C'est une autre, celle-là. C'est la D'accord. combien, celle-là? Celle-là, on ne l'avait pas vue, celle-là. Voilà, Non. bon, voilà, ça c'est pour illustrer justement le dernier maximum glaciaire et vous montrer que l'Amérique du Nord à cette époque-là était totalement recouverte de glace, avec des épaisseurs qui vont jusqu'à 4000 mètres d'épaisseur de glace, avec donc jusqu'à New York, comme vous voyez, enfin actuel, donc une importante masse de glace qui va petit à petit, pour partie en tous les cas, fondre et puis alimenter le niveau océanique, les courants aussi qui vont être modifiés par ces apports et qui vont aussi être des apports qui ne seront pas réguliers, d'où l'histoire de la période dont je vous ai parlé d'un peu plus de 14 000 ans, où il y a à ce moment-là une élévation rapide, parce que semble-t-il, une masse globale, enfin peut-être un lac intérieur, va se déverser assez rapidement dans l'océan Atlantique Nord, là pour le coup. Voilà, juste, je vais vous montrer une petite vidéo qui va résumer cette élévation. Je vais arrêter le partage de cette partie-là d'écran. Si, voilà, c'est des manipulations que je n'ai pas fait depuis un petit moment, donc on va voir. Et là, je vais vous montrer donc avec cette vidéo que vous voyez là, je pense. Oui, Voilà. Là, donc, on est sur l'Europe. Vous reconnaissez la France, vous connaissez les îles britanniques. Et là, il y a 18 000 ans. Là, pour le coup, on parle d'à peu près 18 000 ans. Donc, on est vraiment au début de la déglaciation. On a une configuration qui est très différente de ce qu'on a aujourd'hui. On avait d'abord une température globale qui était 5 degrés en dessous de l'actuelle, un niveau marin, encore une fois, 120 mètres, et 120 mètres de niveau marin en moins. Ça veut dire que les îles britanniques ne sont pas des îles. Entre la France, on va dire actuelle, et les îles britanniques, on a un fleuve là, qui n'est pas marqué sur cette petite vidéo, mais qui s'appelle, on va dire, la Manche, et qui réunit la Tamise, le Rhin, la Seine, etc., et qui va se déverser donc sur le plateau continental entre la Bretagne et la Grande-Bretagne actuelle. Et puis voilà ce qui se passe, je mets la vidéo en route, voilà ce qui se passe à partir de 18 000 ans. Le réchauffement, j'arrête 2 secondes, commence à déglacer une partie des îles britanniques. On voit au départ aussi qu'on avait une masse de glace très importante sur les Alpes, sur les Pyrénées également, même si évidemment les Pyrénées c'est moins grand et donc moins massivement glacé que les Alpes. Et voilà, tout ça, ça va se fondre. Et puis en fondant, on voit la ligne littorale qui commence à bouger un petit peu. Vous le voyez ici, là on est à presque 12 000 ans. Et puis on commence à voir l'Irlande, par exemple, s'individualiser
petit à petit. Et puis ensuite, ben voilà, il y a à peu près, on va dire, 8000 ans, la mer du Nord se remplit. Et puis les îles britanniques, si j'arrête l'animation là, il y a 8000 ans, on peut dire que la Grande-Bretagne devient une île indépendante de l'Europe du Nord, de l'Europe en tous les cas du Nord-Ouest. Et on a vu en même temps la régression aussi massive des glaciers alpins, des glaciers pyrénéens, et pour arriver donc à une situation comme voilà, il y a 6000 ans, on a à peu près le niveau marin que l'on a aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. Et puis depuis, bon, on a quelques micro-fluctuations qui vont s'additionner avec des histoires de courant et d'érosion et aussi de sédimentation venue de l'intérieur des terres avec les sédimentations fluviales, notamment en bordure océanique. Voilà, donc cette petite animation montre cette évolution qu'on a eue. Et là, pour le coup, on a une évolution du niveau marin qui est vraiment assez phénoménale, en 220 mètres. Donc, comme je disais, par rapport à l'élévation, par rapport au niveau initial. Je vais refaire une petite manip je vais revenir sur le diapo. Voilà, s'il y en a qui ont des questions en attendant, quand je fais les petites manips là, n'hésitez pas à les poser. Je reviens sur ce glacier de la Laurentide et donc cette animation-là que vous avez vue donc jusqu'à aujourd'hui quasiment. Euh, il y a 15-20 000 ans, on avait aussi au niveau de l'Europe, là je reviens juste aussi sur la partie nord de l'Europe et Scandinavie. Vous reconnaissez donc tout à fait le nord. Là, c'est la configuration qu'on avait lors de la dernière glaciation, c'est-à-dire qui a duré quand même une centaine de milliers d'années. Et en fait, de la glace sur toute la partie nord, sur la Scandinavie, la mer Baltique à ce moment-là ben, n'existe pas puisqu'elle elle est sous la glace à ce moment-là. Et ce qui va se passer à partir de là, c'est que ben, on va avoir à la fois donc une élévation du niveau marin par la fonte des glaces, mais également une hausse des zones continentales qui étaient sous la pression et sous le poids de la glace. Donc on appelle ça les rebonds isostatiques post-glaciaires. Et là, pour le coup, quand on voit sur la Scandinavie notamment ou sur le nord des îles britanniques, ben ça peut être de l'ordre de 20 à 40 cm de rehaussement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a à la fois l'élévation et la variation du niveau marin, mais il y a aussi l'élévation ou la baisse d'ailleurs des niveaux des continents parce que là, ça peut être la baisse de certains niveaux continentaux. Par exemple, les grandes chaînes pyrénéennes, les grandes chaînes de montagne, elles baissent en niveau par l'érosion, et donc elles vont amener des éléments qui vont être sur les zones littorales ou sur les zones de plaine. Et puis de notre côté, donc, tout ce qui a été sous le glace, que ce soit le continent nord-américain, enfin, la partie nord, ou le nord de l'Europe, va, elle, plutôt augmenter, et à ce moment-là, ça va accentuer les effets sur certaines zones. Voilà, la mer Baltique, au passage, juste petite anecdote, enfin anecdote non, mais message aussi, c'est que c'est la mer la plus jeune du globe, qui date justement de cette fonte des glaces et puis de cette hausse. Et donc on peut dire qu'elle s'est configurée il y a à peu près un peu plus de 10 000 ans aujourd'hui, avec d'ailleurs quelques pendants qui font que cette mer fermée aujourd'hui est soumise à quelques pressions de qualité de l'eau. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, pour résumer ces phénomènes-là, vous voyez tout ce qui est en rouge sur cette carte-là, ce sont des zones continentales qui vont se rehausser et également ben, le poids qui n'est pas d'un côté se transfère de l'autre, c'est-à-dire le poids océanique va être plus important puisque le niveau des océans et surtout sur les marges continentales avec 10, 15, 20 mètres, 100 mètres de plus, 120 mètres de plus, mais ça fait un poids d'eau évidemment qui va abaisser aussi, faire affaisser, vous voyez les zones en bleu qui, elles, justement, vont s'affaisser depuis le dernier maximum glaciaire. Donc, il y a aussi ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand on parle du niveau marin. Voilà, alors qu'est-ce que ça a permis aussi, ou que ça a plutôt masqué tout ça, cette élévation du dernier maximum glaciaire, depuis le dernier maximum glaciaire, ben, va amener des sites préhistoriques à être submergés ou presque submergés. On a découvert la grotte Cosquer, par exemple, il y a quelques années. Sans doute qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de patrimoine culturel, en tous les cas historique, préhistorique, archéologique. Voilà, je vous donne cet exemple-là, évidemment, qui est bien connu. Un autre exemple également, sur les côtes israéliennes, par exemple, il y a pas mal de sites archéologiques qui ont été trouvés ces dernières années par des archéologues sous-marins. Celui-là, par exemple, le site d'Atlit Yam, donc au large d'Atlit, justement, ben, c'est un site, là, vous voyez, un beau, joli puits bien préservé, à quelques mètres sous le niveau de la Méditerranée.
qui a été donc justement recouvert avec cette hausse relativement récente du niveau marin. Alors, autre élément, autre exemple, là, vous pouvez retrouver ça sur une vidéo là, qui a été faite il y a peu de temps sur France 24. Là, c'est une partie de la ville antique de Bayaé qui se retrouve, alors là, pour d'autres raisons, pour des raisons justement de sismique et d'affaissement dû à du volcanisme d'une partie du niveau de cette cité antique. Et là, on peut retrouver des éléments donc, à 8 mètres sous le niveau de la Méditerranée. Voilà, il se trouve que, bon, ça, c'est un sujet de géologie que peut-être Laurent Londex vous a déjà détaillé sur quelques-unes de ses conférences, mais bon, c'est juste un rappel qu'on a une planète, comme je disais au départ, active, à la fois par rapport à sa dynamique de climat dont on parle aujourd'hui, mais aussi de sa dynamique aussi sismique, avec des plaques continentales qui sont alors sur des échelles de temps évidemment longues, mais en perpétuel renouvellement et sur des échelles de temps courtes, ça fait quand même quelques éléments qui peuvent jouer aussi sur des événements particuliers de sismiques et qui peuvent amener aussi des submersions particulières et un peu violentes parfois. Voilà, juste aussi petite parenthèse à l'intérieur de cette histoire de l'élévation du niveau marin. Évidemment, tout le monde connaît ces histoires ou ces rapports dans toutes les mythologies du déluge. Alors, pour les scientifiques, on a préciser l'idée qu'il y ait eu un véritable déluge, ou en tous les cas quelque chose qui rappelle et qui a peut-être inspiré beaucoup de mythologie, mais ça se passe au niveau de la mer Noire, et l'élévation du niveau de la Méditerranée a entraîné, par l'intermédiaire de la mer de Marmara, il y a environ 7500, 7600 ans, un remplissage massif d'une mer qui n'était qu'un lac auparavant, la mer Noire, et qui s'est finalement rapidement, une fois que la connexion a été faite entre la Méditerranée, la mer de Marmara et la mer Noire. Donc, en quelques dizaines d'années, on a eu ces 120 mètres qui se sont répercutés également sur la mer Noire, d'où sans doute, en tous les cas, beaucoup de scientifiques, notamment Gilles Loricollet, la d'Ifremer, a travaillé là-dessus et pense que ça a un rapport avec toutes les mythologies que l'on retrouve ensuite disséminées à travers le monde. Voilà, d'autres éléments, on reviendra sur l'embouchure du Mississippi et la Nouvelle-Orléans tout à fait à la fin, mais on a des zones aussi qui peuvent être influencées, le niveau marin, la ligne littorale, par la dynamique exceptionnelle de certains fleuves. Là, c'est le delta du Mississippi, et vous voyez que ce delta du Mississippi, sur les 4000 dernières années, ben, il a bougé de 250 km, et suivant les époques, avec des variations vraiment très, très importantes, assez phénoménales, dues aux apports à la fois d'eau et de terre, de sédiments, et qui ont été assez pulsés avec des périodes de défluviation en amont, qui ont amené aussi à repousser la ligne littorale, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à l'est, un coup à l'ouest, dans une mer au niveau du golfe du Mexique, un peu spéciale, on le verra par rapport aux questions de niveau marin. Voilà, après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous savez, bon, aujourd'hui, on en avait déjà parlé lors de la conférence l'an dernier, on a une élévation des températures atmosphériques, là c'est extrait du dernier rapport du GIEC, depuis, on va dire, une trentaine d'années, ça correspond à la création de l'association, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, on a donc une élévation des températures qui sont essentiellement dues à l'augmentation des gaz à effet de serre, mais bon, voilà, ça va jouer évidemment sur la température de l'atmosphère, et la température de l'atmosphère va jouer sur la température de l'océan de surface, et va jouer donc justement sur le niveau de la mer du fait de la dilatation thermique des océans de surface. Voilà, pour vous donner une synthèse, en août 2025, donc on était à 1,37 degrés de plus que la période pré-industrielle, et donc on bat souvent, et là ces dernières années, les records de température, et a priori, d'après les modèles climatiques, ça devrait continuer à être dans cette tendance-là, avec plus ou moins d'amplitude suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pour ce qui est du niveau marin, voilà, je vais vous montrer une série de cartes qui sont celles-ci un petit peu anciennes, puisqu'elles s'arrêtent à l'an 2000, donc depuis 1880 jusqu'à 2005. Vous voyez, on a grosso modo une vingtaine de centimètres de plus au niveau global, moyenne mondiale. Suivant les endroits, ça peut varier un petit peu plus, un petit peu moins, mais ce qui fait une moyenne donc de 1,67 mm par an d'élévation.
Alors, ça ne se voit pas énormément. Si on prend notre ligne littorale, alors il y a des questions d'érosion, mais il y a aussi, on commence à le voir un petit peu dans l'estuaire de la Gironde, peut-être, par exemple. Mais bon, 20 centimètres sur un siècle, un peu plus d'un siècle, c'est pas énorme, et ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Voilà, la question aujourd'hui, c'est comment ça évolue dans les années récentes. Alors, depuis 1993, précisément, on a des données satellitaires qui permettent d'observer les océans partout dans le globe, et puis d'avoir donc des moyennes comme ça qui sont de plus en plus affinées. Et si vous regardez donc ce résultat là, que le résultat donc qui va jusqu'à 2025, eh bien, en fait au départ, donc dans les années 93 jusqu'au début des années 2000, on avait une élévation de 2 millimètres par an, donc supérieure à ce que vous aviez au-dessus. Et puis ça s'est perpétué, enfin, la vitesse d'accélération a commencé à augmenter un petit peu. Et puis sur les 10 dernières années, on est passé à 4 millimètres par an en moyenne. Bon, encore une fois, c'est pas énorme, mais voilà. Donc on a une moyenne en tous les cas sur les 30 années, 32 années précisément d'observation satellitaire de 3,63 mm d'élévation du niveau marin moyen global par an. Voilà l'actualité telle qu'elle est. Alors cette élévation, elle n'est pas uniforme. Là, vous avez une image donc issue du CNES, donc toulousain, et qui permet de voir qu'il y a des zones, là, vous voyez, en rouge, qui sont des zones où là, on est à des tendances qui vont à plus de 7 mm d'élévation par an, et puis des zones en bleu où, au contraire, on a même des petits creusements. Donc, il y a des effets locaux qui sont notables, des effets liés au courant, on va y venir un petit peu, liés aussi aux températures locales aussi qui peuvent plus ou moins chauffer à certains endroits, et encore une fois liés au courant. Donc on voit globalement que les zones qui sont les plus chaudes et donc les plus soumises à l'élévation, c'est plutôt le Pacifique ouest et également, vous voyez le golfe du Mexique dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, et puis également la marge océanique, donc du côté est de l'Amérique, donc l'Atlantique ouest, pour le coup, qui est aussi parmi les zones les plus importantes. On voit aussi au milieu de la zone continentale, là c'est la mer Caspienne, le plus grand lac ou la plus grande mer intérieure plutôt au monde, qui elle baisse également en niveau, ce qui contribue par effet, on va dire, de vase communicant à augmenter le grand océan global. Mais enfin bon, c'est pas de façon énorme, mais on le verra un petit peu plus loin. Voilà, alors ce qui fait qu'il y a des zones qui se réchauffent un peu plus ou un peu moins, c'est une histoire aussi de circulation océanique. Ici, vous avez toutes les marges continentales en rouge, où il y a des remontées d'eau profonde qui sont plus froides et qui vont être un petit peu moins soumises justement au réchauffement de l'atmosphère, et donc un peu moins justement à la dilatation thermique également, et donc qui vont s'élever un petit peu moins. Et là, vous avez la grande gyre océanique, ce qu'on appelle la circulation thermo-haline, donc thermo liée à la température et à la salinité, qui vont faire impulser des courants globaux importants. Donc en surface, vous les voyez en rouge ici, et puis en profondeur en bleu. Ben, voilà, tout ce qui va aller vers l'Atlantique Ouest et les Caraïbes, là ici, et puis le golfe du Mexique notamment, va être plus chaud. Et donc là, on va avoir des élévations un petit peu plus marquées. Et on le voit également sur la partie au Pacifique ouest également. Voilà, dans le Pacifique, il y a des îles de bas niveau, évidemment, de très bas niveau, comme celle-ci par exemple, et qui sont parmi les premières à être soumises à des submersions potentielles, et puis qui commencent à se préoccuper de leur avenir très proche, là pour le coup. C'est les premiers exposés, les frontières les plus avancées, sans doute, aux problématiques de l'élévation du niveau marin. Voilà, dans l'océan Pacifique, qui a été nommé Pacifique, sans doute vous le savez, par Magellan lorsqu'il est arrivé, quand il est passé dans le Pacifique, tout était calme et tranquille, ce qui ne sera pas le cas dans les semaines qui vont suivre. Et puis, en fait, ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, tout simplement. On a une fameuse circulation spécifique, dite la circulation de Walker, qui amène des alizés de l'Amérique du Sud vers justement l'Australie et l'Océanie. Et puis, voilà, cette circulation de Walker est soumise à des dérèglements chroniques qu'on appelle le phénomène El Niño ou son inverse La Niña, et qui peuvent jouer aussi
plus ou moins sur la température des eaux sur certains secteurs et donc à travers la température de l'eau, ben, le niveau marin également. On va dire, grosso modo, pour faire simple, quand il y a un phénomène El Niño, ça accélère l'élévation du niveau marin côté justement Océanie. Et quand on a un phénomène La Niña, ça va amortir un petit peu cette élévation du niveau marin, pour faire un petit peu simple. Et comme ces phénomènes-là, on a un peu du mal à les modéliser, à les anticiper, à en faire justement une prévision. Voilà, ça fait partie des incertitudes et des éléments qui peuvent rajouter ou amortir à l'avenir ces phénomènes locaux d'élévation supplémentaire, je dirais, du niveau marin. Voilà, je passe là-dessus sur le phénomène El Niño parce que ça serait un sujet à part entière. Pour revenir à l'élévation du niveau marin, donc depuis 1993, là c'est une image donc tirée des résultats des observations de la NASA. Vous voyez donc l'élévation dont je vous parlais tout à l'heure, avec un peu moins de détails, mais il y a un détail en plus là par rapport qui est un peu accentué, c'est le détail saisonnier. Alors d'abord, on a des fluctuations saisonnières dans les deux hémisphères, un petit peu plus dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et ces fluctuations donc, sont de quelques millimètres, 12 millimètres, 6 millimètres au nord par rapport au sud. Et ces fluctuations, elles sont liées à plusieurs phénomènes. En fait, les circulations alors, océaniques, thermohalines dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que on a une marée annuelle indépendamment des marées locales, donc journalières. On a aussi des variations de pression atmosphérique qui peuvent jouer à quelques centimètres de plus ou quelques centimètres de moins sur le niveau des océans. Et tout simplement aussi, on a l'écoulement des fleuves qui va être évidemment plus important dans la période de pluviométrie importante dans certaines régions. Donc à ce moment-là, va amener de l'eau de façon plus importante. Il y a des fleuves qui ont des écarts d'écoulement très très marqués. Ça peut être de 1 à 20 hein, entre les périodes les plus faibles et les périodes les plus riches. Et donc forcément, ça va jouer aussi, suivant les hémisphères, sur cet élément-là. Voilà. Le deuxième élément que je voulais vous faire remarquer là-dessus, c'est que en 2024, on n'a pas les résultats globaux de 2025, les modélisations attendaient une élévation du niveau marin de 0,43 cm, c'est-à-dire encore une fois, donc de 4,3 mm. C'était la tendance qu'on attendait. Et en fait, en 2024, on a eu une élévation du niveau marin bien supérieure, qui était de 5,9 mm par an. Vous le voyez ici là, sur cet article de Ouest France. Alors Ouest France, on y reviendra tout à l'heure, puisque c'est un des journaux évidemment qui s'intéresse de près à ces phénomènes-là. Avec notre façade ouest, néo-aquitaine bien sûr, mais bretonne également, qui est particulièrement évidemment en première ligne. Voilà, 0,59. Alors pourquoi 0,59 au lieu de 0,43? C'est-à-dire pourquoi cette surhausse en 2024? Mais en fait, voilà, ça reste pour partie du domaine de la recherche encore, parce qu'il y a encore quelques imprécisions, on va dire. Mais il semble que les températures étant ce qu'elles sont au niveau atmosphérique, on a eu une dilatation thermique plus forte que prévu et qui est devenue d'ailleurs depuis quelques années supérieure à la fonte des glaciers qui ne diminue pas. Hein. La fonte des glaciers ne diminue pas, mais la dilatation thermique et la fonte des glaciers, on va le voir, sont les deux facteurs majeurs de cette élévation actuelle des niveaux marins. Voilà, suivant les périodes, ça peut être un peu plus la dilatation thermique, un peu plus la fonte des glaciers, et un petit peu les deux, on va le voir sur les documents suivants. Mais voilà, en tous les cas, on est sur une accélération de la hausse, en tous les cas en 2024. On verra le résultat en 2025. Un petit peu plus donc de 5 mm, presque 6 mm sur cette année-là, alors qu'on n'en attendait que 4,3. Alors pourquoi justement ces océans montent? Voilà, il y a un cumul de glace global au niveau des continents, au niveau des masses de glace générales de la planète, qui diminue. Vous voyez, si on prenait tous les glaciers, on aurait 28 mètres de glace qui auraient fondu depuis 30 ans, 40 ans, enfin plutôt 50 ans, même depuis les années 70, ça a commencé, suivant les zones montagneuses. Donc voilà, ça c'est un élément important. La masse de glace continentale continue à baisser. Évidemment, on n'a pas autant de glace qu'à la dernière période glaciaire, où là, c'était, vous avez vu sur les 94%, 97, on avait 3%, un peu plus de 3% du volume d'eau globale qui était dans les glaces et qui est passé dans les océans. Donc là, on n'en est pas à ces ampleurs-là. Donc on a évidemment une élévation qui est moindre, mais ça joue beaucoup. Alors voilà, où sont les stocks de glace
sur la planète, ben, en fait, vous voyez, et sur cette représentation-là, l'Antarctique, c'est beaucoup. L'Antarctique, c'est 88%, 88,2% de la glace mondiale. Le Groenland, c'est 11,3% de la glace mondiale. Donc voilà, si on fait le cumul des deux, ça fait 99,5% au total. Donc évidemment, c'est eux qu'on va surveiller de près, mais il n'empêche que le reste, ben, c'est les autres glaciers et calottes glaciaires, c'est-à-dire les massifs montagneux continentaux qu'on connaît bien, enfin les principaux en tous les cas, les plus grands, les montagnes rocheuses, donc en Amérique du Nord, l'Himalaya bien sûr, qu'on appelle souvent le troisième pôle, la cordillère des Andes en Amérique du Sud, bon, les Alpes également en Europe pour contribuer un petit peu, l'Alaska, bien sûr, globalement, et l'Islande, si on prend quelques exemples comme ça. Voilà, tout ça, c'est aussi important. Ce n'est que 0,5% tout cumulé, mais évidemment, ce sont des zones qui sont en dynamique importante avec le réchauffement en cours. Voilà, un exemple, alors ça c'est juste un exemple visuel. Vous avez sans doute tous vu des photos comme ça comparatives dans les glaciers alpins, dans les glaciers pyrénéens. Bon, là j'ai pris l'exemple d'un glacier de la Sierra Nevada andalouse. C'est pas elle qui va contribuer le plus à l'élévation du niveau marin, surtout qu'aujourd'hui il en reste plus grand-chose, par exemple, de ce glacier-là. Mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour vous montrer que depuis la fin du 19e siècle, et c'est pareil pour les Pyrénées, on a beaucoup perdu, on a quasiment tout perdu dans certains massifs on va dire, de secondaire, et on perd beaucoup aujourd'hui dans des massifs donc principaux. Donc voilà les estimations de perte, de régression des glaciers. Vous voyez que l'Alaska, c'est beaucoup par rapport, enfin, et l'archipel arctique également sont les principaux, mais également les Andes qui régressent beaucoup, l'Himalaya aussi un petit peu, le Grand Nord russe, et puis quelques régions également de l'hémisphère nord, l'Islande évidemment, les Rocheuses, le Svalbard, également la Scandinavie à moindre niveau, les Alpes un petit peu, le Caucase un petit peu moins, bon, la Nouvelle-Zélande, voilà. Mais tout le monde est dans le même sens, en fait, tout le monde est dans le sens de la régression, et donc finalement ben, de la participation à de l'eau en plus dans les grands océans. L'exemple de l'Islande, voilà, avec ses glaciers, et vous les voyez donc sur cette image satellite, ces glaciers, et ils régressent, alors ils régressent, s'ils régressaient tous, ça ferait que 1 centimètre pour le niveau global des mers, mais évidemment, l'Islande n'est pas toute seule. Et puis, bon, voilà, ça, c'est aussi des pertes de paysages. L'Islande, ça c'est plutôt anecdotique, mais une information, donc l'Islande a inauguré un cimetière des glaciers, c'est symbolique pour dire que certains d'entre eux, de ces glaciers, les moins importants, ben, ont déjà totalement disparu et d'autres sont en train de prendre le même chemin. Voilà, si on prend les glaciers andins, vous voyez toute la cordillère des Andes, ben, tout ce qui est marqué en rouge, là c'est une tendance entre 2000 et 2018, tout ce qui est marqué en rouge, c'est des tendances à la régression des glaciers. Donc vous voyez qu'il n'y a que du rouge ou du rose un petit peu pâle. Alors si on prend période par période, il y a eu une période entre 2000 et 2009 où certaines zones étaient plutôt en réengraissement, mais bon, au milieu d'une majorité qui régressait. Il y avait, et puis surtout, voilà, ce qu'on observe surtout, c'est que depuis 2009, si on décortique un petit peu, ben, la régression, elle se fait partout, y compris dans les zones qui avaient été légèrement réalimentées entre 2000 et 2009. Donc on a une des chaînes de montagne qui régresse le plus. Alors ça a des répercussions sur le niveau marin, ça a des répercussions sur la ressource en eau également. Dans un premier temps, les glaciers qui s'écoulent plus, ben, ça fait plus d'eau en bas des pentes. Mais dans un second temps, quand il n'y aura plus les glaciers pour alimenter les rivières, en période estivale notamment, ben, il y aura une période de creux également au niveau de la ressource en eau. Voilà, pour l'Himalaya, avec cette belle vue également satellite, c'est un énorme volume de glace à la base également. C'est pour ça que je vous dis, on l'appelle le troisième pôle en général, avec le départ des très grands fleuves, de tous les très grands fleuves d'Asie, d'Asie du Sud, d'Asie de l'Est, l'Indus, bien sûr, le Gange et le Brahmapoutre, le fleuve jaune, le Yangtze, etc. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de régression et d'après le GIEC, on a un Himalaya, une région qui pourrait se réchauffer un petit peu plus que le reste, que la moyenne en tous les cas de la planète. Et voilà, on aurait une régression d'un tiers des glaciers d'ici 2050, de 2 tiers d'ici 2100, surtout à l'ouest, côté Indus justement. Bon, voilà, ça c'est les modèles en tous les cas qui montrent cette tendance-là. Et ça amènera de l'eau dans un premier temps, comme je disais, dans les vallées, parfois beaucoup trop, parfois, et dans un second temps, peut-être pas assez, puis de l'eau, au final, si on cumule tout ça, vers les océans également.
Quand on regarde un petit peu le nord, donc le pôle nord, voici, ça c'est une vue du pôle nord avec, vous voyez, la banquise d'été, la banquise d'hiver, et on voit bien que les banquises aussi, indépendamment des glaciers, des inland seas eux-mêmes, donc des glaciers qui sont sur la structure rocheuse terrestre, donc la glace libre, donc qui flotte sur l'océan, certes, elle ne participera pas directement à l'élévation du niveau marin, mais on voit qu'elle régresse. Et voyez par exemple l'évolution ici de la banquise donc du côté antarctique, là pour, oui, pardon, arctique de ce côté-là. Vous voyez avec 2 années qui ont été particulièrement faibles en banquise 2012 et 2021 pour les années les plus proches, mais on voit bien que depuis le début des années 2000 surtout, on a une rupture, on est passé en dessous d'un niveau et on ne retrouve pas ce niveau-là de banquise. Et si certes ça ne joue pas sur le niveau marin lui-même, ça va modifier les courants. Et les courants, encore une fois, suivant leur température, ils participent ou pas à la modification, alors déjà à l'absorption d'énergie de l'atmosphère, d'une part, mais aussi aux courants. Et les courants, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, participent aussi à certains endroits à une surélévation ou à une sous-élévation d'ailleurs du niveau marin. Donc c'est une modification des courants marins qui peut affecter aussi des histoires de niveau global de l'océan ou locaux. Donc la banquise arctique, on le voit avec ce figuré-là, où vous voyez en fait à la fois, donc là, dans les années 80, on avait une extension importante, et puis tout ce qui est en rouge, en 2012, là, c'était vraiment pas fringant, c'est un peu moins pire en 2022, mais voilà, toutes ces zones en rouge où on a cette disparition d'une partie de la banquise saisonnière. Et on le voit également sur cette double photo entre 1984, où il y avait une amplitude importante, et 2016, pour exemple, où l'amplitude est évidemment beaucoup moins importante. Voilà, toujours dans l'hémisphère nord, dans le nord de l'hémisphère nord, donc on a évidemment la masse continentale du Groenland, avec une épaisseur de glace importante également, et des bordures enfin, qui sont d'une dynamique évidemment normale. Les glaciers s'écoulent, ça c'est de la dynamique normale, mais à condition qu'ils se réalimentent. Ça c'est un peu moins le cas ces derniers temps. Donc aujourd'hui on a, pour faire donc une régression également du glacier groenlandais qui participe un petit peu. Alors, si tout le glacier groenlandais est fondé, on n'en est pas encore là du tout, du tout, ça ferait 7,2 mètres d'élévation du niveau de la mer, alors que l'Antarctique seul, si tout l'inland sea antarctique fondé, ça ferait plus de 61 mètres d'élévation. On n'en est pas du tout là, évidemment, mais c'est pour redire que ce sont les principales masses de glace, ces deux glaces continentales du pôle Nord et du pôle Sud, et qu'on les regarde évidemment avec une grande attention. Alors d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que le Groenland regorge sur ses bordures notamment, et sans doute plus au centre, on n'a pas encore tout à fait fait l'inventaire, sans doute de ressources minérales très convoitées ces derniers temps. Voilà, vous les voyez, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du zinc, il y a du cuivre, etc. Il y a beaucoup de choses, du fer. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce Groenland qui font que finalement, pour un grand nombre de ceux qui convoitent ces ressources-là, la déglaciation n'est pas forcément une catastrophe. Pour la partie antarctique, mais pareil, la banquise, encore une fois, banquise antarctique, vous voyez que toujours pareil, alors là, c'est plus récent. L'Antarctique a commencé à régresser, enfin, au niveau de sa banquise, a régressé plutôt récemment. Vous voyez, il y a eu un pic vraiment très très bas en 2016, puis en 2021. Et autour de ça, ça revient un petit peu au niveau, et puis ça rebaisse. En tous les cas, il semblerait que depuis une dizaine d'années, on ait enclenché quelque chose autour de l'Antarctique, alors que côté Arctique, c'était plutôt depuis 25 ans au moins. Là, c'est plus récent, et il y a des signaux, vous voyez, avec des années, à part un retour à l'équilibre autour des années 2020. Mais voilà, c'est redevenu plus problématique, avec des zones de banquise moins grandes également. Alors, l'Antarctique, au passage, c'est une zone particulière au niveau géopolitique d'ailleurs. Antarctique, continent de science et de paix, depuis l'année 1957-1958, l'année géophysique internationale. C'est là qu'on a eu des données scientifiques sur le climat, avec les fameuses carottes de Vostok qui sont particulièrement précieuses, avec l'idée géniale de Claude Lorius
d'échantillonner et de voir à travers les isotopes de l'oxygène, donc les petites bulles d'air coincées dans les glaces, et donc de remonter comme ça. Aujourd'hui, on est remonté à 800 000 ans d'histoire du climat global. Voilà, donc ça, indépendamment de ça, évidemment, ça serait dommage de perdre ces glaces qui sont des archives formidables de la paléoclimatologie, qui ont peut-être encore tout livré comme secret. Mais bon, par ailleurs, donc ça c'est essentiellement, donc là je vous montre le côté de Vostok, là où on a trouvé les plus belles carottes de glace et les plus instructives d'entre elles. Et pour ce qui est de l'Antarctique, donc, que l'on voit ici, voilà, on a un île Lancis qui commence à régresser. Donc, on a 4000 mètres d'épaisseur de glace aussi au centre. Et donc, on a des zones libres. Et surtout, ces dernières années, comme je vous le disais, on voit. Alors, bon, les vélages d'île Lancis, ça c'est à peu près logique. C'est une dynamique normale de glacier. Mais ce que l'on voit surtout, là, comme on le voit sur cette carte-là, c'est que, vous voyez, sur l'ouest de l'Antarctique, et surtout sur l'ouest, et sur l'est un petit peu, ces zones-là colorées sont des zones qui commencent à légèrement se déstabiliser et à donner des écoulements qui vont donc remplir, enfin augmenter le niveau océanique. Et si simplement l'Antarctique ouest complètement s'effondrait, on aurait quand même 5 à 6 mètres de plus dans les océans. On n'en est pas là, encore une fois, mais on surveille de près puisque cette dynamique de régression en fait, de cette partie-là de l'Antarctique est enclenchée, on va dire, depuis une petite dizaine d'années. Voilà, pour résumer un petit peu les différentes cause de l'élévation actuelle du niveau marin. Alors 3,58 mm par an sur la période 2006-2015, je vous ai dit 4 mm sur les 10 dernières années. Voilà, qu'est-ce qui contribue? L'expansion thermique des océans. Un océan plus chaud prend plus de place. Le Groenland, pour plus qu'aujourd'hui, même si le Groenland a moins de glace que l'Antarctique, c'est lui qui est le plus déstabilisé. Donc c'est le Groenland qui contribue en deuxième position. En troisième position, c'est tous les autres glaciers continentaux cumulés. Et puis en quatrième position, on a l'Antarctique, qui commence donc à contribuer aussi un petit peu. Alors c'est pour l'instant de l'ordre de 0,4 mm par an, donc c'est pas beaucoup, mais voilà. Et puis l'autre élément, c'est le changement du stock terrestre. Alors ça, c'est encore du domaine du plus, du moins, ça fait partie des incertitudes et suivant les évolutions. Mais sur le stock d'eau terrestre, il y a plusieurs éléments. D'abord, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a les mers continentales, ce qu'on appelle les zones endoréiques. C'est-à-dire, vous voyez, tout ce qui est noté en bleu sur cette carte, c'est toutes les zones dans lesquelles les eaux de pluie ou de nappes souterraines s'écoulent vers une mer fermée ou un lac, un grand lac. Et là, globalement, alors le plus grand d'entre eux, c'est la mer Caspienne, et on le voit bien là clairement. Or, cette mer Caspienne, elle est en train de baisser de façon très nette là, ces dernières années, et les perspectives ne sont pas trop réjouissantes non plus là-dessus. Donc voilà, elle a perdu 1,5 m en hauteur depuis 30 ans, ce qui contribue à 0,4 mm de hausse de niveau marin. Ce n'est pas énorme, mais c'est une petite contribution. De la même façon, le lac Tchad, la mer d'Aral ont également beaucoup régressé depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, et donc ils contribuent aussi un petit peu de façon marginale. Donc ce qui n'est pas à l'intérieur des continents va se retrouver par évaporation, par chute de précipitation, vers les zones océaniques. Donc globalement, voilà, ça c'est une carte de la mer Caspienne en vous montrant, alors on n'en est pas encore là, mais les baisses de niveau de la mer Caspienne sont surtout localisées au nord, avec sans doute une baisse du débit de la Volga et de quelques autres fleuves qui l'alimentent. Et en tous les cas, voilà, ça pourrait devenir encore plus préoccupant dans cette partie-là à l'avenir. Bon, bref, tout global, toutes les zones endoréiques. Alors, les zones endoréiques, j'ai parlé de la Caspienne, la mer d'Aral. Il y a plein de lacs ici, le lac Helmand, par exemple, où dans la partie africaine, il y a quelques zones qui sont plus ou moins endoréiques dans ce secteur-là. Le delta de l'Okavango, dans cette partie-là. Enfin, bref, toutes zones cumulées, elles ont perdu beaucoup d'eau, donc 100 milliards de tonnes d'eau par an depuis 20 ans. Et donc, encore une fois, principe des vases communicants, cette eau qui n'est plus à l'intérieur des terres, elle peut pour partie se retrouver dans les océans. Autre élément aussi de l'eau continentale, ça vous avez une carte ici des prélèvements dans les eaux souterraines, et notamment dans les eaux souterraines profondes, qui sont particulièrement intenses en Asie, puisqu'il y a beaucoup de monde qu'il faut alimenter en eau. En Amérique du Nord aussi, c'est assez important, en Amérique du Sud aussi d'ailleurs sur certaines zones. Voilà, toute cette eau qui est en sous-sol,
notamment les nappes profondes, qui ne sont pas vraiment dans le cycle journalier annuel de l'eau. Quand on les prend, qu'on les utilise, une partie s'évapore, une partie va être utilisée dans le sol et va s'écouler aussi vers les rivières et au final vers les océans. Donc il y a une partie de cette surexploitation des eaux souterraines depuis quelques années qui va aussi, de façon certes plus marginale, mais contribuer à l'élévation du niveau marin. En contrepartie, bon, il y a d'autres choses qui vont amortir la baisse des débits des fleuves vers les océans, qui vont amortir. Donc voilà, sur la part continentale globale, c'est mitigé. On a des résultats qui sont parfois légèrement contradictoires. Pour résumer le tout, cette carte enfin ce graphique qui est extrait du dernier rapport du GIEC, donc entre 1970 et 2020, vous voyez ici, on a donc l'élévation de quelques millimètres. Donc sur cette période-là, on peut dire qu'on a une élévation de presque 1 mètre, de presque 10 cm pardon, de niveau marin. Et voilà, qu'est-ce qui contribue le plus? Ben, vous voyez, en bleu, le plus clair, ici, c'est les océans de surface, même si là, on va jusqu'à 700 mètres, donc la partie supérieure des océans, qui va se dilater un petit peu plus du fait que sa température prend un peu plus d'importance. Et puis, malgré tout, si on chauffe le haut, on chauffe un petit peu le bas. Et donc, dans les profondeurs océaniques, et là, ça reste aussi du domaine de l'incertitude, il y a une contribution des océans plus profonds, entre 700 et 2000 mètres, et même un petit peu, si on regarde en dessous de 2000 mètres, sans doute, il y a une petite contribution. Enfin, en tous les cas, l'océan contribue pour plus de la moitié à la hausse du niveau marin par sa dilatation thermique et par les apports aussi continentaux qu'on a tout à fait en bas, là, en marron. Et puis ensuite, ben, tout le reste, c'est les glaciers. Les glaciers continentaux qu'on a vus, l'Himalaya, les Andes, etc. Et puis, plus spécifiquement, le Groenland, qui a commencé à prendre une part importante à partir des années 2000 et un petit peu plus à partir de 2010. Et puis, plus récemment, l'Antarctique, avec justement la partie ouest de l'Antarctique, qui a commencé tout doucement à la fin du XXe siècle, mais qui prend un petit peu plus d'ampleur, comme on l'a vu, à partir de 2015-2016, et commence à prendre une part un peu plus importante. Mais voilà, donc c'est moitié-moitié, et suivant les époques, on voit que surtout ce qui prend un peu plus d'importance, c'est les glaciers, là, ces dernières années, depuis une dizaine d'années, qui sont en train de passer par-dessus, entre guillemets, en termes d'importance, la part strictement océanique de l'élévation, de la cause donc, de l'élévation du niveau marin. Ce que l'on voit aussi sur cette courbe du GIEC du dernier rapport de 2021, c'est que si on fait la somme de ce qu'on a calculé et si on regarde ce qu'on observe en réalité, eh bien en fait, il nous manque un petit bout. Là. Il nous manque entre les pointillés et le haut là, du cumul, il nous manque quelques millimètres qu'on ne sait pas encore très bien à qui attribuer, parce qu'évidemment, inventorier, on va dire, échantillonner la planète entière, c'est un gros boulot. Voilà, donc il y a quelques incertitudes. Est-ce que c'est l'océan profond qui participe un petit peu plus? Est-ce que certains des glaciers, on les a sous-estimés? Voilà. Est-ce qu'on ne se trompe pas un petit peu sur la contribution de la partie terrestre, écoulements fluviaux, nappes souterraines, transfert des zones endoréiques, etc., vers les zones océaniques? Voilà, ça c'est du domaine encore de la recherche. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est que la chaleur excédentaire qu'on a dans l'atmosphère, elle va être beaucoup absorbée par les océans de surface, pour beaucoup, un petit peu aussi par les courants de plongée des eaux, par les courants donc de subsurface, hein, de profondeur entre 700 et 2000 mètres. Voilà, et tout ça, ça va contribuer évidemment à l'élévation, mais surtout, ça pose la question de jusqu'à euh, quel seuil potentiel les océans vont pouvoir emmagasiner comme ça, absorber l'énergie supplémentaire, excédentaire que l'on a dans l'atmosphère. Donc ça, c'est aussi des sujets de recherche et l'avenir, évidemment, nous le dira. Voilà, l'avenir, justement, c'est les projections du GIEC, notamment, qui synthétisent, je rappelle au passage que le GIEC, c'est la synthèse des connaissances, ils épluchent des dizaines, des centaines, des milliers de publications, et certains des scientifiques sont chargés de faire une synthèse de toutes ces publications pour arriver à des prospectives, d'abord un bilan des faits et des prospectives. Voilà, ça c'est d'ici 2050, d'ici 2100,
où sera le niveau marin, suivant les différents scénarios. Vous voyez les scénarios pessimistes où on dépasserait le mètre en 2100 et les 50 centimètres en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle, enfin par rapport au XXe siècle en tout cas. Et puis des scénarios plus modérés où, alors tous ces scénarios, ils sont basés sur le fait qu'on émet plus ou moins de gaz à effet de serre, selon que les accords de Paris respectés ou pas respectés. Voilà. Et puis, vous voyez ici les contributions de l'Antarctique en bleu, du Groenland, des glaciers, de l'expansion thermique des océans globaux, la surface et tout mélangé, et puis des transferts d'eau des continents vers les océans. Donc ça, c'est la partie en vert ici. Voilà, suivant les scénarios, on a une amplification de l'un, de l'autre. Donc, à voir. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur 2050, on va encore continuer à prendre un certain nombre de millimètres par an. C'est de l'ordre de 4-5 millimètres par an, sans doute. Et donc, sur 20 ans, ça fait quelques centimètres de plus au niveau océanique. Voilà, une autre projection du GIEC, alors juste qui montre le scénario où là, il y aurait une déstabilisation vraiment très importante des calottes glaciaires, et notamment Groenland et Antarctique, où là, au lieu d'avoir un petit mètre en 2100, on passerait à 1,50 m, voire même on serait entre 1,50 m et 2 mètres sur 2100. Voilà, et puis dès 2050, on aurait des effets déjà vus, où on dépasserait les plus 50 cm par rapport au début du XXe siècle. Et là, évidemment, les effets pourraient être cumulés. Alors après, si on se projette encore un petit peu plus, et là c'est des projections du GIEC qui vont jusqu'à 2300, où là, là on parle plus de centimètres, on parle plus de millimètres, on parle de mètres, donc 4, 5 mètres, entre 3 et 5 mètres, on va dire, d'élévation. Mais bon, là, on ne sera plus là pour vérifier les choses, mais en tous les cas, on est sur une tendance où, là, pour le coup, ça serait une déstabilisation des calottes polaires qui serait responsable pour une grande partie de cet excédent, puisque la dilatation thermique des océans a aussi une limite. L'expansion ne peut pas être énorme, ne peut pas dépasser plusieurs mètres par la seule dilatation. Voilà, les autres effets plus locaux, euh, plus circonscrits aussi dans le temps, c'est les effets de paramètres, de phénomènes extrêmes. Voilà, les tempêtes, les cyclones, les tsunamis. Et il y a des régions qu'on connaît bien qui sont sensibles à ça, les marges continentales du Pacifique, justement, donc de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est, les marges aussi de l'Atlantique, de l'Atlantique, oui, côté Amérique du Nord, ou du Pacifique côté Amérique du Nord et côté Amérique du Sud. Bon, tout ça, voilà, c'est des zones qui sont susceptibles aussi d'avoir des phénomènes qu'on connaît occasionnellement et qui, évidemment, donnent des submersions particulièrement dramatiques quand elles arrivent. Et là, pour le coup, quand on regarde un petit peu les zones au niveau mondial les plus risquées dans ces histoires d'élévation du niveau marin, on voit des grandes villes qui ne sont pas n'importe où. Je pense à Shanghai notamment, qui est à l'embouchure d'un des plus grands fleuves du monde, le Yangtze-Kiang. Et là, si on regarde avec une élévation du niveau de température, et donc avec les conséquences sur le niveau marin, Shanghai, une grande partie de la population serait touchée. Et déjà, on est sur des niveaux d'occupation de terre basse. Et c'est pareil pour Bombay, par exemple, pour Hong Kong. Donc, dans cette zone d'Asie densément peuplée, il y a plusieurs villes comme ça qui sont très menacées. On pourrait rajouter Dhaka au Bangladesh, que je connais bien, ou encore Lagos au Nigeria, donc sur les côtes atlantiques. Voilà, quand on regarde cette carte, alors là, ce serait sur une élévation pour que ce soit un peu plus clair de s'y mettre, mais surtout, si j'ai mis cette carte, c'est juste pour montrer que les zones les plus vulnérables, évidemment, c'est les zones d'embouchure de fleuves. Parce qu'évidemment, le niveau marin va se perpétuer sur les zones de delta, les zones d'estuaire également, comme alors évidemment les zones d'îles, on en a déjà parlé. Et si on regarde là, je vous conseille d'ailleurs de regarder pour avoir un résumé de ce que je vous raconte cet après-midi, un dessous des cartes très, très récent. J'ai fait juste une capture d'écran là pour montrer les pays en normes de population, en tous les cas, qui seraient les plus vulnérables à l'élévation du niveau marin, donc en 2050. Les premiers, je dirais, premier, deuxième, troisième, c'est en Asie, d'une part parce que
ils sont particulièrement exposés, quatrième d'ailleurs, et cinquième, et sixième d'ailleurs. Donc tous quasiment sont en Asie dans les premiers du classement, entre guillemets, parce que c'est à la fois les plus densément peuplés sur des zones côtières, sur des zones d'embouchure de fleuves et de grands fleuves notamment. Et donc, après, on en voit aussi en Europe avec les Pays-Bas, et puis on va parler un petit peu de la France quand même pour terminer. Voilà, juste quelques exemples pour montrer d'abord le Bangladesh, que je connais bien, qui est très densément peuplé, pour un des pays, d'ailleurs c'est le pays le plus densément peuplé en dehors des cités-États, et frontière évidemment très avancée, donc le delta du Gange et du Brahmapoutre, avec des zones basses très importantes et une densité de population dans ces zones-là exposées. Quand il y a à la fois une inondation de fluviale et un cyclone, par exemple, qui arrive, ou une tempête de la partie océanique, ben on peut avoir la moitié du pays sous l'eau. Donc ça, ça fait partie des zones sur lesquelles on se préoccupe déjà beaucoup de cette problématique-là. L'autre, une autre, en tous les cas, des zones les plus sensibles à ça, à la fois par la population, 20 millions d'habitants, c'est le delta du Mekong, là on est au Vietnam, 20 millions d'habitants, mais aussi parce que c'est une zone de productivité extraordinaire, notamment au niveau du riz, mais également du café, de noix de cajou, poivre, pisciculture. Donc c'est une zone qui produit pour elle-même, évidemment, mais beaucoup pour l'export, notamment du riz, un des greniers à riz majeurs de la planète. Et c'est une zone qui pourrait être entamée, voire même donc pour partie submergée avec la hausse du niveau marin. Et puis, troisième zone aussi très sensible, là on passe de l'autre côté, on est sur l'Atlantique ouest. Et là, donc le golfe du Mexique dont je vous ai parlé, vous voyez en rouge ici les élévations particulièrement importantes du niveau marin dans cette zone-là, parce que les courants sont chauds. Et donc, plus l'eau est chaude, encore une fois, plus elle se dilate et plus ça monte sur ces zones côtières-là. Et dans cette zone-là, il y a le delta du Mississippi dont je vous ai parlé, et il y a la Nouvelle-Orléans, par exemple. Et puis en plus, il y a des phénomènes extrêmes qui peuvent arriver régulièrement. On en a eu des exemples. Et pour exemple, la Nouvelle-Orléans, quelle parade a trouvé la Nouvelle-Orléans? C'est de s'équiper, de s'entourer de digues. 560 km de digues entourent maintenant la ville pour la protéger au maximum. Voilà, autre quartier et zone très sensible, c'est Saint-Louis du Sénégal. Là, on est sur le quartier Guet-Ndar des pêcheurs. Vous voyez, Saint-Louis, alors c'est très spécial, hein. Sur cette photo, on voit bien l'île centrale au milieu du fleuve Sénégal, la bande côtière, là, donc l'océan Atlantique. Et dans cette bande côtière, ce fameux quartier très spécial des pêcheurs, Guet-Ndar, donc qui est grignoté petit à petit par l'élévation du niveau marin. Et lors de fortes tempêtes, on a déjà deux bandes de maisons qui sont tombées à l'eau. Et donc, vous voyez sur cette photo-là, et donc une obligation de reloger les gens, obligation et de façon impérative, mais même si les gens évidemment ne veulent pas partir, ils sont relogés. Donc ça pose la question, pour beaucoup de pays, c'est déjà en cours, de relocaliser les gens qui habitent dans les zones à risque et de leur donner un autre endroit à vivre. Le problème, c'est que quand on est pêcheur, on aime bien être au bord de la mer, et quand on se fait relocaliser à l'intérieur des terres, on est un peu perdu. Mais bon, voilà, ça fait partie des préoccupations de beaucoup de pays et d'une autre d'ailleurs. Alors, autre préoccupation, toujours exemple du Sénégal, où la hausse du niveau marin, l'érosion, là on est sur la pointe de Sangomar. Je vous conseille de lire euh, Fatou Diomé pour avoir quelques infos, là sur l'île de Niodior notamment. Et ça, c'est sur l'île de Marlodge, juste à côté, une île du Siné Saloum, où là, l'intrusion saline a provoqué la salinisation des puits. Donc problématique aussi pour les gens qui vivent dans ces endroits-là. Donc voilà, la relocalisation, la salinisation des terres, évidemment, ça fait partie des conséquences aussi compliquées à gérer pour les habitants. Voilà, les déplacés également, déplacés climatiques. Ce documentaire là dont je vous montre l'image, déplacés climatiques sans tour ni droit, on le projettera à l'Aquaforum au mois d'avril prochain avec son réalisateur d'ailleurs qui viendra commenter. C'est passé sur Arte il y a peu de temps. Voilà, je vous conseille de venir. Ça sera sur un de nos jeux d'histoire culturelle au mois d'avril. Donc pour revenir et pour se rapprocher aussi de notre région, parmi les pays les plus touchés par la hausse du niveau marin, septième, je crois, par rapport à ce que classait en termes de population exposée, en tous les cas, le reportage d'Arte, les Pays-Bas. Voilà, les Pays-Bas, rien qu'en regardant la carte, même avec le nom simplement, mais la carte encore plus précisément, on voit bien que la problématique,
une grande part, un gros tiers du pays est en dessous du niveau marin actuel. Alors évidemment, s'ils montent d'un cran, on comprend bien que ça va être compliqué. Ils ont déjà subi des grandes inondations meurtrières. Ils sont déjà préparés à tout ça. Et par exemple, si en 2050, on a 15 cm, ce qui est la tendance actuelle d'élévation par rapport à aujourd'hui, eh bien, en fait, voilà, une grande partie pourrait être potentiellement submergée, mais évidemment, les Pays-Bas se sont armés. Alors, ils réensablent leur plage, mais ça, c'est plutôt anecdotique, je dirais. Mais surtout, voilà, ils ont fait un fameux plan Delta, puisque les Pays-Bas, encore une fois, c'est l'océan, bien sûr, la mer du Nord, mais c'est aussi un grand fleuve, le Rhin, et la Meuse, d'ailleurs, donc c'est un double exutoire du Rhin et de la Meuse, qui vont donc arriver dans ce grand delta néerlandais, et en plusieurs bras. Et donc, tous ces bras, vous voyez ici, sont bloqués potentiellement par des grandes digues, pardon. Et donc, c'est le fameux plan Delta qui donc est prévu pour qu'en cas de potentielle submersion, on bloque tout, on ferme toutes ces grandes digues, alors très grandes digues même pour certaines. Par exemple, je vous montre ici la digue Oosterscheldekering. Donc, vous voyez ici dans la partie sud du delta, une digue de plus de 8 km et qui permettra, et qui permet déjà d'ailleurs, de bloquer d'éventuelles submersions venues donc de la mer du Nord. Et évidemment, les Pays-Bas sont à la pointe technologique de toutes les méthodologies d'adaptation et de prévention aussi de submersion potentielle. Voilà. Alors, un autre projet que je vous livre comme ça, là aussi, vous pourrez regarder, si vous voulez, il y a un petit reportage dont j'ai fait une capture d'écran là que vous pouvez trouver sur Internet. Une idée lancée par deux scientifiques scandinaves, je crois, c'est carrément de barrer pour ne pas que les Pays-Bas et les autres pays de la zone soient submergés, de faire deux longues digues depuis les îles britanniques jusqu'à la Scandinavie, depuis le sud de la Grande-Bretagne jusqu'à la Bretagne française. Bon, ça paraît complètement farfelu comme projet, mais voilà. En tout cas, c'est un projet qui a été mis sur la table, avec des coûts évidemment pharaoniques et avec des capacités techniques qui me paraissent un peu compliquées à mettre en œuvre. Mais bon, à voir en tous les cas, voilà le genre d'idées qui émergent aussi quand on parle d'adaptation ou de prévention. Et pour finir, mais puisque l'heure tourne, hein, je vais parler évidemment de notre littoral. Alors, je vous montre là des coupures de presse. Alors, volontairement, j'ai pris des vieilles coupures de presse des années 80, des années 95, des années 98, enfin, des années donc, de la fin du XXe siècle, pour vous dire, en fait, et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association Océan, à l'époque qui est devenue Terre et Océan, et c'est à ce moment-là que notre association s'est créée d'ailleurs à Soulac, en faisant des profils de plage, en faisant l'étude de la plage de l'Amélie à Soulac, pour la commune et la communauté de communes de Soulac, justement, à l'époque. Et voilà, c'est une époque où déjà, on parlait pas forcément d'élévation du niveau marin, mais de régression du littoral, d'érosion du littoral, de dérive nord-atlantique, pour le coup, parce que quand on est sur un littoral sableux, évidemment, il n'y a pas que l'élévation du niveau marin, il y a les courants qui peuvent jouer sur le plus ou moins de sable. Et donc là, je vous montre une carte de la France avec, là, c'est une moyenne entre 1992 et 2013, je n'ai pas trouvé plus actuelle, mais qui montre que on a un peu de chance parce que nos côtes, c'est pas, vous voyez, c'est en jaune, il y a une élévation entre 1 et 2 mm par an sur cette période-là. C'est un peu moins que un peu plus au large au niveau océanique ou un peu plus au nord ou encore un peu plus à l'est au niveau méditerranéen où là on est à 3-4 mm par an. Donc voilà, on a la chance sur nos côtes d'avoir une élévation, à part un petit bout de Camargue ici, là par exemple, un peu plus modérée que justement les Pays-Bas ou que d'autres endroits. Mais il n'empêche que ça monte également aussi sur nos côtes et ça contribue à l'érosion et à l'accentuation, je dirais, de la dérive littorale. Voilà, à la fin du siècle dernier, cette dérive littorale nous amenait à une moyenne de régression, de recul de notre littoral de 1 mètre, 50 cm suivant les endroits. Depuis, ça s'est un peu accentué, surtout sur des à-coups. Et depuis, surtout, on a essayé un peu tout, hein. Là, c'est une photo prise à la cano, enrochement évidemment. Enrochement, ça marche un temps, et puis après, ben, souvent, la mer passe derrière, ou la mer passe carrément derrière. Et donc, en fait, voilà, on a mis beaucoup d'argent à l'eau avec ces enrochements. On a fait des digues, évidemment,
des épis comme ça, mais on voit bien que ça protège un côté, mais ça accentue l'érosion de l'autre côté. Enfin bref, on peut reculer l'échéance, mais aujourd'hui, et depuis cette emblématique signal, on a pris conscience, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans, qu'il n'y a pas trop le choix. À un moment donné, quand l'érosion côtière due à la dérive nord-atlantique, pardon, la dérive littorale du nord vers le sud, et puis se cumule avec l'élévation du niveau marin, il faut reculer. Il faut reculer, il faut trouver des solutions pour reculer en douceur, pour reculer en faisant partir les gens, là aussi, plus ou moins en douceur, c'est-à-dire jouer sur les indemnités. Donc voilà quelques images aussi qui vous montrent une belle villa, mais manifestement, elle est quand même très, très menacée. Ou encore des épis qui ont manifestement pas servi très bien, très longtemps, en tous les cas. Voilà, en tous les cas, si on regarde les données, puisqu'on a un observatoire de la côte aquitaine, d'ailleurs, auquel on a contribué, nous, Terre et Océan, longuement, qui mesure ces reculs. Sur la côte sableuse, on a jusqu'à 2,50 m par an de recul. Sur la côte rocheuse, c'est plus contre-intuitif, on va dire, mais on a aussi du recul de 25 cm par an. On a donc des reculs qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, peut-être ça ira jusqu'à plus de 20 mètres, presque 30 mètres en 2050. Donc voilà, on a des côtes qui régressent notre Nouvelle-Aquitaine, que la côte soit rocheuse, qu'elle soit sableuse. Dans les deux cas, ça veut dire des logements menacés dès aujourd'hui, à l'horizon 2050 encore plus. Donc il faut anticiper tout cela. Et donc ça passe par des mesures comme le signal, où on a plus ou moins indemnisé les gens. Ça a été une longue procédure, mais c'est en tous les cas un préambule à la suite ailleurs. Et ailleurs, quand je dis ailleurs, ce qui est valable pour la Nouvelle-Aquitaine, évidemment, est valable plus ou moins plutôt plus que moins pour toute la zone littorale française, alors avec des reculs plus ou moins importants. Vous voyez là, sur cette carte donc de la métropole, avec des zones sensibles. Je pensais parler de la Camargue, évidemment. Encore une fois, l'embouchure des fleuves, hein. L'estuaire de la Loire ici, l'estuaire de la Seine ici, évidemment, les Hauts-de-France également, particulièrement sensibles. Donc, dans toutes ces régions-là, on a commencé un travail d'inventaire des zones les plus risquées, des maisons les plus à risque. Et puis, suivant les endroits, on fait ce qu'on fait, enfin, qu'on peut faire. Là, par exemple, et là aussi, je vous conseille ce petit reportage que vous pouvez trouver là, qui est tout à fait récent, réalisé par Ouest France, qui montre à Tréfiagat, je ne sais pas si vous connaissez Tréfiagat dans le Finistère, pardon, on a fait une chose que, à ma connaissance, on n'avait pas fait nulle part en France. On a détruit des maisons qui étaient juste derrière la dune. On a détruit des maisons en indemnisant les propriétaires au prix du marché, ce qui n'était pas évident. Donc là, c'est la commune qui a pris l'initiative et qui a pris l'initiative de faire une digue un peu plus loin pour protéger, donc, parce que voilà, la procédure d'adaptation, parce que ce qui va être menacé, c'est, vous voyez ici, là, cette 5200 logements à l'horizon 2050, alors, dont, surtout, il faut quand même voir, les logements. D'ailleurs, quelques-uns de ceux qui étaient détruits étaient des résidences secondaires, mais il y a aussi des résidences principales parmi les logements qui vont être menacés par la montée des eaux. Donc, évidemment, il faut essayer d'anticiper au mieux avec des assurances. Alors, l'assurance ou les communes ou l'État, ça, c'est une vraie question. Il y a donc le BRGM là, qui s'est penché récemment sur cette question-là et a remis un rapport à notre ministre il y a quelques temps de ça, à nos anciens ministres là pour le coup, mais bon, c'était il y a quelques mois de ça. Donc voilà, c'est une vraie question. L'assurance était une vraie question à la fois sur la ligne littorale et parfois même sur les bordures de rivières et de fleuves. Voilà, en tous les cas, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est pas question de ne pas bouger, parce que si ne pas bouger, ça veut dire être submergé. Donc il faut, soit on fait des grandes digues, comme aux Pays-Bas par exemple, ou comme l'idée de la faire carrément de boucler la mer du Nord, ou alors on se surélève et on construit sur pilotis ou sur des processus flottants, mais ça n'empêche que s'il y a des événements extrêmes, on est quand même très vulnérable. Alors là, bon, c'est un phénomène où on s'avance un petit peu plus en bétonnant au maximum. Voilà. Après, voilà, le recul, simple. Et puis, ce qui est préconisé de plus en plus, c'est de laisser une zone d'amortissement
naturel au maximum. Ça peut être évidemment la dune, ça peut être de la végétation, ça peut être des mangroves quand on a des mangroves ou de la végétation ou des prés salés quand on est sur le fond du bassin d'Arcachon. Voilà, donc le déni ne peut plus exister, on va dire, et il faut, et c'est déjà le cas, donc enclencher des mesures d'adaptation et notamment de recul, j'allais dire, moi qui suis entraîneur de foot, de recul frein, comme on dit, donc à la fois reculer et freiner. Bon, ça s'adapte au foot pour l'adversaire, mais atténuer, donc amortir, je dirais, avec de la végétation ou du sable, et puis reculer malgré tout, et se mettre dans des zones peut-être un peu plus hautes que ça pour le coup. Voilà, donc c'est les méthodes qui sont déjà anticipées, qui sont déjà adoptées. Là, je vous montre sur la droite, là, vous avez une guirlande de photos que j'ai prises au Bangladesh ou non, c'est au Cambodge, là, plutôt, enfin, peu importe. Mais là, vous voyez à droite une école au Bangladesh qui sert d'abri anti-inondation, anti-cyclone. Et là, on est à Saint-Vincent-de-Paul, tout près de chez nous. Et l'école de Saint-Vincent-de-Paul, en 2021, en 2020, pardon, a été rehaussée pour servir d'abri et de refuge pour les populations si la ville, qui est tout à fait basse sur toute la commune, de Saint-Vincent-de-Paul, venait à être inondée, parce qu'on est en bord d'estuaire, on n'est pas tout à fait au bord du littoral pour le coup, mais encore une fois, les estuaires restituent les avancées littorales à l'intérieur. Et voilà, donc ce qui est fait dans des pays déjà très exposés depuis quelques années, comme le Bangladesh, commence à se faire chez nous. Et donc, on a des méthodologies, parce que quand on regarde un peu plus près, là, une photo sur une petite submersion là, des quais de Bordeaux, vous reconnaissez, je crois que c'est le hangar 16, là, pour le coup. Mais si on regarde les chiffres des submersions bordelaises, voilà, des plus hautes côtes bordelaises. Ici, vous regardez, alors 99 reste en tête, mais 2014, 2024, 2016, 2021, en fait, dès qu'on a un gros coefficient de marée et qu'on a un peu d'eau ou beaucoup d'eau dans le fleuve, eh bien, en fait, on a l'eau qui est au bord, voire même plus qu'au bord des quais de Bordeaux, et donc la métropole bordelaise est aussi à terme sensible à ces risques-là. Alors là, je vous montre, et vous pourrez aller vous faire peur si vous voulez, sur ce logiciel là, du BRGM, ou encore de Climate Central, là, pour aller faire des simulations et voir les zones. Là, vous pouvez aller dans le monde entier voir les zones les plus sensibles. Vous pouvez faire jouer le niveau d'élévation de température, le niveau d'élévation du niveau marin, et les conséquences que ça peut avoir sur certaines zones. Mais enfin, en tous les cas, voilà, les zones littorales, les zones d'embouchure de fleuves sont sensibles à ces submersions potentielles de base, avec l'élévation de quelques millimètres, donc 4-5 millimètres par an dans les années qui viennent, plus des phénomènes un petit peu plus forts atmosphériques, voilà, qui peuvent amener des surcotes supplémentaires. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci de votre attention, et puis je suis ouvert à vos remarques et à vos questions. Oui, ben, merci Monsieur Vessy pour cette intervention là, très documentée. Donc j'ai noté au passage que il y avait 225 personnes qui se sont connectées, 225 étudiants de l'OARI qui se sont connectés. Et à l'heure où vous avez arrêté votre intervention, c'est-à-dire il y a quelques minutes, nous étions encore 200. Donc ça veut dire que vous avez été suivi en plus avec beaucoup d'attention par notre public. Donc je Ouais. vais passer en tous les cas, merci beaucoup. Je vais passer aux quelques questions. Alors il y en a qui concernent votre diaporama. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir revenir en arrière. La première question, c'est merci d'afficher les températures connues. C'est au tout début de votre intervention, de votre graphique antérieur à 1850. Et la deuxième question, c'est depuis quand sont-elles calculées? Donc c'est le sujet de l'augmentation des températures liées au réchauffement, je suppose. D'accord, oui, je vois la question, effectivement. Ça doit être sur le graphique. Oui, ça concerne le graphique que je montrais de extrait du GIEC. Je crois que c'est au tout début, oui, la 4/5e. Alors, les températures, d'abord, il y a des mesures et des reconstitutions en fait, de température. Pour celles qui D'accord. sont les plus récentes, il y a des mesures, bon, depuis qu'on a inventé les thermomètres et qu'on en a mis à certains endroits pour avoir des données de température. Donc, ça date du 19e siècle et de la fin du 18e. Et puis, sur les données plus anciennes, on a des paramètres. Je parlais bon, sur les carottes de classe, on utilise les données aussi d'isotopes,
Mais sur des périodes plus récentes, on peut utiliser de la dendrochronologie, par exemple, au niveau des cernes des arbres, par exemple, pour reconstituer. Donc, il y a plusieurs méthodes de restitution comme ça de température antérieure. Je D'accord. ne suis pas revenu effectivement sur les températures antérieures à 1850, puisque je me suis, j'ai pas trop focalisé sur les températures, j'en avais parlé l'an dernier. Mais effectivement, il y a eu des périodes plus chaudes, moins chaudes. Bon, les périodes glaciaires, interglaciaires, je me suis arrêté là-dessus. Entre la période glaciaire et interglaciaire, il y a eu ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Enfin, bon, il y a eu quelques Oui, micro-variations d'accord. depuis. Une autre question, mais à mon avis, là, vous y avez quand même largement répondu, mais je vous la pose quand même qu'est-ce qui caractérise plus particulièrement l'élévation du niveau des océans liée au réchauffement climatique anthropique? Tout est dans le anthropique, mais je suppose que vous avez quand même largement répondu déjà. Oui, ben, si on prend encore une fois les 40 dernières années, c'est ce que le dernier rapport du GIEC montre, c'est que le réchauffement tel qu'on le mesure, il ne peut s'interpréter que par l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc, et l'augmentation des gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel, il est anthropique avec la consommation, la combustion des énergies fossiles. Voilà, ça c'est clair et net. Et ça, ben, c'est une augmentation de l'énergie dans l'atmosphère, donc des températures dans l'atmosphère. Et donc, réchauffement de l'atmosphère, réchauffement de la surface des océans, donc dilatation thermique des océans, réchauffement au niveau des zones de glaciers, qu'ils soient polaires ou continentaux, et donc fonte des glaciers continentaux dans un premier temps, et Groenland dans un second, Antarctique depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Alors, il y a une question qui suit, c'est une question de compréhension, mais là aussi, vous y avez largement répondu. C'est en fait une personne qui s'interroge sur la dilatation thermique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que c'est l'augmentation de l'eau due à la température. Voilà, une eau, ben, l'eau répond en termes de volume, enfin, les molécules d'eau dans l'eau et dans l'atmosphère aussi. L'eau, bon, comme vous savez, la caractéristique de pouvoir être à la fois être gazeuse, liquide et solide. Quand elle est solide, elle bouge peu. Quand elle est liquide, elle bouge beaucoup. Et quand elle est gazeuse, elle bouge encore plus. Mais voilà, quand elle est liquide on va dire, à 5 degrés, elle bouge un petit peu. À 10 degrés, elle bouge un peu plus. À 20 degrés ou 25 degrés, elle bouge encore plus et donc elle prend plus de place. Donc c'est la dilatation. Une eau chaude prend un peu plus de place qu'une eau fraîche. D'accord. Et donc, une autre question, alors ça s'est effacé là. Alors, donc, il faut que je remonte dans les occurrences. C'est pas toujours facile à manier ça. Permettez-moi, alors je vais regarder où est-ce que c'est. Oui, pas toujours facile à. C'était une question sur bonjour, le niveau zéro de la mer est pris à Marseille. Le niveau est-il le même en côte atlantique? Bon, ça peut être un peu Le anecdotique. référentiel en côte atlantique, c'est Brest. D'accord. Et c'est le même niveau selon la demande? Oui, je Oui. pense que c'est le même niveau. Ouais, je pense que c'est Brest le niveau de référence. Ouais. D'accord. Autre question. On entend parler d'une fin du courant prochaine Gulf Stream. Qu'en est-il réellement? Alors, réellement, voilà, les signaux, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de la banquise, c'est pour ça que la banquise, encore une fois, c'est de la glace flottante qui ne joue pas sur le niveau marin de façon significative, mais indirectement, l'eau douce des glaciers de la régression de la banquise et des glaciers vont stratifier légèrement, c'est-à-dire mettre de l'eau en surface et un peu ralentir la plongée d'eau profonde. Alors, si j'arrive à revenir sur le diaporama, je vais essayer de remontrer la diapo qui correspond à ça. Voilà, ici. Voilà, la plongée dans l'Atlantique Nord. La pompe, ce qui est marqué ici, la pompe de la mer d'Islande ou la pompe de la mer du Labrador. Dans ces zones-là, il y a plus d'eau douce en surface, fraîche. Et donc, dans ces zones-là, en On fait, n'a pas votre diaporama là en ah, ligne. vous l'avez pas. Il faut que je D'accord. repartage l'écran, alors, pardon. Dans les zones donc, du Nord, alors comment je repartage? Voilà. Ce que je disais, donc dans le nord de l'hémisphère nord, donc dans l'Atlantique Nord, on a donc ces zones de plongée des eaux, là vous le voyez, là, je suppose. Donc on a un océan qui monte, qui monte, qui monte en surface et qui va plonger en mer d'Islande, par exemple. Si on a beaucoup d'eau douce, cette montée va ralentir et il va y avoir un blocage qui va se répercuter, qui peut se répercuter en tous les cas jusqu'à cette fameuse dérive nord-atlantique qui amène le Gulf Stream. Donc voilà, on peut avoir un ralentissement. Pour l'instant, on a des signaux de fonte, comme je vous l'ai montré,
et qui n'ont pas une perturbation, enfin n'amènent pas une perturbation massive, mais on s'interroge en tous les cas sur cette partie-là. D'accord. Autre question, mais là je pense que vous avez abordé aussi le sujet, c'est quelles sont les prévisions d'élévation du niveau des mers sur les côtes françaises, c'est les derniers points de votre intervention, d'ici à 2050 selon les modèles. Ouais, d'ici à 2050, voilà, alors le global, je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si, hop, si je reviens sur les modélisations. En fait, on a un petit peu moins, peut-être du fait de certaines circulations océaniques un peu plus fraîches qui nous descendent du nord, tant qu'elles sont là en tous les cas. Mais sur nos côtes, oh là, il y a un écho. Euh, Ouais, là, il y a des effets. Il y a des effets. Alors, je vais faire simple. Si on est à 4 millimètres au niveau global, on sera à 3,5 à peu près au niveau de nos côtes. D'accord. Alors, j'essaie de retrouver toutes les questions, là, c'est pas forcément. Celle-ci, vous l'avez répondu. Alors, ces périodes glaciaires et de réchauffement ont-elles été identifiées par rapport au déplacement de notre planète et du Soleil? Voilà, c'est la question déjà pointue, là. Oui, alors la question, on en parle dans notre série climat évidemment. Il y a les paramètres de Milankovitch, je pense que c'est à ça qui est fait référence. Ouais, les glaciaires interglaciaires sont liés à des paramètres astronomiques effectivement de la circulation de la Terre par rapport au Soleil. L'excentricité, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui, mais voilà. Donc, mais la Terre est plus ou moins proche du Soleil à certains endroits, à certaines saisons aussi, qui fait que ça enclenche ou pas un passage en période glaciaire. Donc, c'est des d'accord. cycles de plusieurs milliers d'années. Là, pour le coup, il y a trois cycles qui sont entre 20, 40 et 100 000 ans. D'accord. Donc, quelles sont les prévisions d'impact de la perturbation des courants de fond océaniques sur le climat des côtes françaises d'ici 2050? Là, il s'agit donc des courants de fond océaniques. Vous avez abordé le sujet, hein? Oui, oui, c'est une bonne question. Ça, je pense que ça fait partie des incertitudes que l'on a, les courants de fond océaniques qui donnent des résurgences, ce qu'on appelle les upwelling, et qui sont des zones très, très riches parce que ça ramène des minéraux à la surface. Et donc, ça fait beaucoup de phytoplancton, de zooplancton, et donc à manger pour les poissons. Donc, c'est des zones de pêche hyper intéressantes. Voilà, pour l'instant, ces courants de fond, on les pense peu affectés par le réchauffement, puisqu'ils, justement, par définition, ils sont au fond. Voilà, mais ils pourraient jouer dans un second temps, mais pas dans un premier temps. Enfin, quand je dis dans un premier temps, c'est sur le siècle qui vient. Il devrait être relativement anecdotique par rapport aux autres paramètres, en tous les cas, par rapport aux autres causes. Alors, autre question moi, qui me semble un peu hors sujet, mais je vous les donne, hein, vous y Oui, oui, pas de répondrez ou souci. pas. C'est quelles sont les prévisions de l'évolution du stress hydrique en France d'ici 2050 selon les modèles? C'est quand même un peu un autre sujet quand même. Alors oui, moi je peux parler surtout sur le sud-ouest. La Garonne, pour vous dire, ce qui est un peu emblématique du sud-ouest, a perdu 20% de son débit sur les 40 dernières années. Et les modèles hydroclimatiques montrent que ça sera encore accentué, a priori, dans les années qui viennent. Donc, il y a des questions de partage de l'eau aussi chez nous, de restrictions sur certains usages. Enfin, voilà, c'est une autre conférence qu'on pourra faire une autre fois. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que je pensais. Euh, Et puis une ouais. autre question aussi qui est là aussi un peu en dehors du sujet que vous avez abordé. Que pensez-vous des bassines de rétention d'eau? Bon, Ah, alors, ben, par rapport au niveau marin, ça peut avoir une connexion parce que, comme je disais, ça dépend comment on remplit les bassines. Si on les remplit oui, par des eaux souterraines, les eaux souterraines, par rapport, en tous les cas, au stock que l'on a en surface, elles ne s'évaporent pas. Donc, il vaut mieux les laisser dessous, en sous-sol. Si elles sont remplies, alors après, ça, c'est la question, on va dire, hydrologique. Donc, il oui, vaut mieux, aujourd'hui, on est quand même au niveau de la recherche et même de la mise en pratique, plutôt sur la recharge de nappes souterraines plutôt que de faire des bassines. Ça, c'est d'accord. partout où on l'a fait, à travers le monde, je pense en Australie, aux États-Unis, on revient en arrière parce que justement, on voit que on perd de l'eau. Il y a des problèmes aussi de qualité de l'eau et de certains microbes qui se développent aussi au passage. Mais après, la deuxième question, c'est à qui servent, voilà, comment Oui, tout à fait. le partage de l'eau. C'est une question plutôt socio-économique. C'est un sujet que vous avez abordé. La question est reposée, mais vous avez, me semble-t-il, répondu. Quelle est l'influence des paramètres de Milankovitch sur le Oui. réchauffement climatique?
Alors aujourd'hui, sur le réchauffement dont on parle, là, ce que je vous ai montré à l'échelle de 2100, 2000, même 2300, aucun. Les paramètres de Milankovitch, c'est des paramètres qui jouent sur des milliers d'années. En fait, aujourd'hui, on sait que le paramètre principal, qui est l'excentricité, est plus long, enfin plus longuement stable qu'il ne l'a été sur les épisodes passage glaciaire-interglaciaire précédents. Avant, on avait des interglaciaires de 20 000 ans et des glaciaires de 100 000 ans, pour faire simple. Aujourd'hui, on est sur déjà un interglaciaire depuis quasiment 20 000 ans et il va durer au moins 20 000 de plus. Parce que justement, la trajectoire de la Terre par rapport au Soleil est proche du cercle. Et donc, on est sur une situation où ce paramètre est plus longuement stable qu'il ne l'a été par le passé. D'accord. Donc, je passe sur les nombreux remerciements d'étudiants. Mais une autre question, alors ça doit être sur quelque chose que vous avez évoqué. SVP, quelle est la cause de l'élévation soudaine observée voici 14 000 ans? Ça doit correspondre à vos Oui, graphiques, à alors, vos schémas. je ne sais pas si je peux revenir ici. Je peux revenir en arrière, mais peut-être. Non, je n'arrive plus à revenir. Oui, alors, il y a 14 000 ans, je vous dis, il y a des choses qui sont encore du domaine de la recherche scientifique donc actuelle. C'est le phénomène, donc, la fonte qu'on appelle la fonte 1A. Euh, Probablement, le réchauffement a fait fondre des glaciers comme on avait une calotte polaire sur la Laurentide. Là, je vous montre par exemple la Laurentide, et c'était vraiment de la glace. Au milieu de cette Laurentide, un lac glaciaire s'est formé, un lac d'eau douce, et qui était séparé de l'océan par une barrière de glace. Et puis cette barrière de glace s'est rompue. On a eu sans doute une évacuation massive d'eau dans l'océan en quelques dizaines d'années ou centaines d'années. Et donc là, on a eu une élévation plus rapide à ce moment-là du fait, a priori, de la Laurentide. Il y a d'autres hypothèses qui disent aussi que l'Antarctique aurait participé à ça, aussi par une arrivée massive aussi en provenance de l'Antarctique. Mais voilà, ça c'est du domaine de la recherche. Alors, on revient sur le Gulf Stream, mais une autre question un peu différente. La diminution des effets du Gulf Stream aura-t-elle des effets sur la montée des eaux de la mer du Nord aux Pays-Bas? Pas forcément, parce que la montée des eaux, le Gulf Stream, c'est surtout un phénomène atmosphérique. C'est surtout, en fait, le Gulf Stream va accompagner une dérive d'eau, mais va accompagner donc une dérive d'air atmosphérique. Donc, va amener la conséquence majeure, c'est que finalement, on peut avoir un paradoxe du réchauffement, c'est-à-dire que l'air chaud n'arrivera plus, donc on aura un refroidissement, enfin, en tous les cas, un moindre réchauffement sur l'Europe de l'Ouest par rapport à ce qui serait avec l'arrivée d'air chaud. Mais sur le D'accord. niveau marin, ça sera plus réduit, puisque peut-être qu'il y aura une moindre dilatation thermique de l'océan de surface, mais ça sera des effets locaux, disons, marginaux. Très bien. Et deux questions qui sont sur l'activité volcanique. La première, c'est je souhaite savoir pourquoi être resté silencieux sur l'activité volcanique de la planète, sur ses effets de l'évaporation de l'eau, c'est la question. Et puis une autre, alors que c'est bien les volcans qui pourraient bousculer les prévisions actuelles. Donc, en clair, c'est sur les volcans. Alors, les volcans, ben, j'en ai parlé à peine quand tu parlais de la cité antique en Italie. Euh, bon, il y a des phénomènes volcaniques. Les phénomènes volcaniques sont des phénomènes ponctuels. Ils ont eu des effets certains sur le climat, le volcan Tambora, etc. Mais c'est des phénomènes ponctuels qui ne sont pas dans la dynamique à long terme. Donc, c'est des phénomènes locaux qui peuvent avoir, s'ils sont de grande ampleur, une conséquence, pourquoi pas globale, mais qui va durer un effet de quelques mois ou un an ou deux maximum, quand c'est vraiment important. Donc, il y en a un, probablement un Arcachonnais ou quelqu'un qui est proche. Quelles conséquences pour le bassin d'Arcachon lui-même en 2050? Une bonne question. Le bassin d'Arcachon, c'est vrai que bon, bah, les zones littorales proches, c'est vrai que j'ai parlé de l'estuaire, j'ai pas parlé du bassin, alors qu'on a travaillé avec mes collègues, on travaillé sur le projet Adapto là, du fond du bassin. Le bassin d'Arcachon, oui, c'est clair qu'il y a des questions surtout dans le fond du bassin où on a des zones assez basses dans le delta de la Lère, où justement l'idée qui est mise en œuvre sur le domaine de Sarthe et de Graveyron notamment, c'est de laisser casser les premières digues et encore une fois de laisser de la végétation se remettre. Je parlais des présalés très rapidement, mais de mettre de la végétation qui amortisse un petit peu
l'élévation et surtout les phénomènes un petit peu plus de tempête, par exemple. Et donc de protéger en deuxième ligne. Voilà l'idée. Donc il y a des endroits, peut-être il faudra reculer. Ça dépendra Oui. aussi de l'érosion localisée autour du Cap Ferré, par exemple, ou du sud du bassin. Voilà. Et puis des zones en fond de bassin où il va falloir laisser de la marge d'amortissement au bassin lui-même et à l'océan, pour le coup. Et une question, mais vous y avez également répondu, c'est pour sans doute avoir des précisions. Où trouver la carte de simulation de montée des eaux sur le BRGM? Vous avez évoqué là tout presque à la Ah, fin là. oui, 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 oui. Ah, il y a un site du BRGM, alors je vais aller vite fait à la fin du diapo. Si vous avez le temps de le noter, c'est après simulation de montée des eaux. Hop, je vais aller jusqu'à la fin. Voilà, ça doit être ça. Non, voilà, c'est ça là. Voilà, Sea Level BRGM. Si vous tapez Sea Level, Sea Level Oui, Rise.brgm.fr. d'accord, en anglais quoi. En D'accord. anglais, Ok. tout est anglicisé maintenant. Une question qui a été reprise d'ailleurs par quelqu'un qui l'a reformulée, parce qu'en réalité, ma question porte sur l'impact que la circulation du magma a sur les courants marins. Alors là, Magma, du magma, de quel magma on parle probablement volcanique. Alors, est-ce que c'est lié à l'éruption enfin, sous les mers, éventuellement? Alors, il y a le grand rift océanique qui s'ouvre, par exemple, au milieu de l'océan Atlantique. Il y a aussi en Méditerranée des zones sismiques. Si je vous ai montré la carte des grandes zones de rift ou de subduction, c'est-à-dire les subductions, c'est les passages d'un continent sous l'autre. Donc oui, oui, c'est clair que ça peut, encore une fois, amener des zones qui soient soit qui vont émerger, mais sur des phénomènes forts, donc qui vont amener, par exemple, des tsunamis qui peuvent arriver. Il y en a eu en Méditerranée dans le passé, hein, ou dans d'autres régions. Donc il va y avoir ça, oui. Mais encore une fois, ça va être des à-coups ponctuels. Ça va être une submersion brutale. Et puis après, ça revient au niveau, comme on l'a vu sur le tsunami de, je crois que c'est 2004 en Asie, par exemple. Donc voilà, mais c'est des phénomènes extrêmement forts qui peuvent advenir en certains endroits. Et après, voilà, le niveau marin va, une fois le tsunami passé, va revenir à son niveau initial, à part qu'il peut y avoir des zones qui s'affaissent, par exemple, par des phénomènes tectoniques, et d'autres qui se rehaussent aussi un petit peu. Mais ça sera du ponctuel et du local. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, il y avait, bon, après, il y a beaucoup de félicitations, de choses très intéressantes. Des périodes de glaciation souvent fait suite à des périodes d'activité volcanique intense. Bon, c'est un peu dans la suite. Encore une fois, c'est ponctuel. Les périodes de glaciation, les passages en glaciation, c'est des phénomènes astronomiques. Et encore une fois, les cycles de Milankovitch dont j'ai parlé et que l'on détaille dans nos cours. Oui, donc là, je crois qu'on a quand même globalement épuisé les questions. Il y a beaucoup de remerciements. En tous les cas, Merci à bon, vous. je crois qu'on va clore cette intervention. Effectivement, très documentée. Vous avez répondu à de nombreuses questions. Donc moi, pour le compte de l'oreille, ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Vessy, de cette intervention. Je remercie également les 200 et quelques personnes qui se sont connectés, puis qui, comme globalement, ont suivi pendant une bonne heure et demie votre intervention. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et puis, Merci beaucoup. pour nos usagers, pour nos étudiants, on se retrouvera en tout début d'année pour la conférence qui aura lieu le 5 janvier 2026. Donc, Merci beaucoup à vous et je bonne vais Merci fête. infiniment. Merci et bonne fête. Merci, bonne merci fête. beaucoup. Merci. Et Monsieur Vessy, bien sûr, si vous avez, vous connaissez la maison, si vous avez des sujets, j'ai noté quand même que dans les questions, c'est pas des questions, c'était des remarques nous concernant au Hareil. Il y en a beaucoup qui souhaitent qu'on insiste un peu plus sur ces événements climatiques et ces conséquences. D'accord. Mais ça concerne pour notre programmation. Ok. Voilà, on pourra détailler d'autres choses si vous voulez. En- Oui, ça serait intéressant que vous puissiez nous proposer, oui. oui, soit des choses régionales, soit Par exemple, oui.
Voilà, parce que c'est vrai que dans la série que j'anime sur les fleuves et l'eau, on fait un grand tour du monde des questions hydroclimatiques. Et Oui, oui, je crois que ça peut être intéressant de développer quelque chose sur le Nil, par exemple, ou le Moyen-Orient, ou oui, ça pourrait être, oui. la Chine, voilà, ou autre chose. En tous les cas, merci beaucoup. Et Et puis, je merci à vous vous de souhaite bonne l'invitation. fête. Bonne Merci. fête à vous Au tous. revoir. Merci, au revoir. On souhaitait des bonnes fêtes chaleureuses. C'est ça que j'étais à faire. On entend là. Le micro. Ben oui.